Bonsoir, chers compatriotes. Vous qui nous ouvrez vos portes ce soir alors que le ciel semble s'être abattu sur nos têtes. Bienvenue à Inside News RDC. Dans le bourdonnement incessant de la pluie qui martèle nos tôles et l'obscurité qui gagne nos quartiers, nous nous retrouvons pour une édition chargée de gravité. À Kinshasa, le silence des autorités n'est rompu que par le clapotis des eaux boueuses qui envahissent les salons, au moment même où notre nation s'apprête à commémorer ses héros nationaux. Cette coïncidence temporelle nous place face à un miroir brutal, l'inaction flagrante face aux inondations cataclysmiques, et le souvenir du sacrifice de nos pères définissent ensemble les contours de notre souveraineté actuelle. Comment honorer nos martyrs quand la gestion de notre quotidien sombre dans une telle imprévision? Ce soir, nous décortiquons le naufrage quinois, là où les promesses de modernisation se transforment en punition pour les plus démunis. Nous porterons également notre regard vers le passé, un quart de siècle après l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, pour interroger ce qu'il reste de son héritage face aux pressions d'un monde qui se referme. La capitale se noie, l'histoire nous regarde, et l'exigence de vérité impose des réponses chirurgicales. Voici le développement de vos informations. Le chaos a pris rendez-vous avec la capitale ce mercredi 14 janvier, aux alentours de 15h et 16h. En 30 minutes de fureur céleste, Kinshasa est devenu méconnaissable. Ce jeudi 15 janvier, le bilan s'alourdit sur l'ensemble des 24 communes. De l'avenue Victoire, où le chantier du pont sur la rivière Kalamo a disparu sous les flots, au boulevard Triomphal transformé en canal, les artères vitales ont cédé. Les quartiers de Massina, Nedjili, Limete et Kintambo subissent une immersion totale, tandis qu'à Mongafula, l'érosion grignote inexorablement le sol sous les pieds des habitants. Les images de véhicules immobiles sur l'avenue des Huileries, pris dans l'étau d'un courant boueux, témoignent d'une ville sans défense. Cette déliquescence infrastructurelle place Kinshasa dans une position humiliante par rapport aux standards de drainage des autres mégapoles africaines. Alors que Lagos ou le Caire investissent massivement dans des systèmes de canalisation capables d'absorber des volumes tropicaux, notre capitale, troisième ville d'Afrique, semble dépourvue de la moindre résilience climatique. Le retard accumulé n'est plus un simple handicap, c'est un péril mortel pour 15 millions d'âmes. Pendant que nos voisins bétonnent leurs collecteurs, nous nous contentons de contempler des fleuves de plastique obstruer des conduits hérités d'une autre époque. Face à ce désastre, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki brandit son programme Kinshasa Ezo Bonga. Avec un budget prévisionnel pharaonique de 11 milliards de dollars pour la période 2024-2028, l'exécutif urbain promet une transformation radicale. Le 6 janvier dernier, l'annonce d'un partenariat avec la société libanaise Averdin devait marquer le début d'une ère nouvelle. Pourtant, mercredi et jeudi, les engins brillaient par leur absence, pendant que les collecteurs, obstrués par des années de négligence, recachaient leur trop-plein de boue. On nous parle de milliards, mais on ne voit que de la vase. La réalité du terrain dément les discours de table rase. À Massina et Kintambo, les opérations de démolition lancées sous prétexte d'assainissement se révèlent être des remèdes pires que le mal. Jean-Claude Mwamba, vendeur ambulant à Kalamo, exprime une frustration partagée par des milliers. L'eau lui arrive à la taille, emportant ses marchandises et ses espoirs, alors qu'il croyait aux promesses de changement. Fatouma Amizi, commerçante à Gombe, voit son restaurant inondé pour la deuxième fois en un an, dénonçant des autorités qui démolissent pour punir les précaires sans jamais offrir de solution de drainage. Elle interroge frontalement où passent les financements quand les séparateurs des huileries disparaissent sous la vase. L'analyse des données du ministère des Infrastructures de ce mois de janvier 2026 confirme ce diagnostic de faillite. L'ensablement chronique des caniveaux, transformés en dépotoirs par manque de ramassage structuré des déchets, paralyse l'écoulement vers la rivière Makévélé et le fleuve Congo. L'incivisme, souvent pointé du doigt par les officiels,
n'est que le symptôme d'un État démissionnaire qui ne propose aucune infrastructure de base. Les experts sont formels. Raser des maisons sans curer les collecteurs en aval est une aberration technique. À Barumbu, l'école Saint-Charles-Lwanga a vu ses salles de classe transformées en piscines ce jeudi, forçant l'enseignant Alphonse Kabango à constater l'échec d'une modernisation qui ne protège même plus nos enfants sur le chemin du savoir. L'impact citoyen se mesure en heures de survie et en jours de paralysie économique. Delu Monanangandili, habitante de Mombele, a passé 4 heures sur son toit ce jeudi matin, regardant ses biens être détruits par une eau dont l'accumulation s'est accélérée précisément depuis les démolitions dans son voisinage. Ce ne sont pas des incidents isolés, c'est une condamnation à la précarité. Avec 4 jours d'arrêt forcé de l'activité économique, incluant le pont des fêtes nationales, c'est tout le secteur informel, poumon de notre nation, qui bascule dans une détresse profonde. Dès lors, nous devons exiger des comptes. La modernisation version Bumba est-elle un outil de progrès ou une simple mise en scène administrative qui sacrifie les plus faibles? En rasant les habitations, sans investir dans les vannes anti-retour ou le bétonnage des canaux principaux, comme le suggère pourtant le modèle angolais, l'autorité urbaine ne fait que déplacer le problème. Comment justifier l'annonce de 11 milliards de dollars quand une simple averse de 30 minutes paralyse le siège des institutions? L'eau qui envahit nos foyers est le miroir d'une gouvernance qui stagne. Cette impuissance actuelle face aux éléments naturels contraste avec la force de caractère historique que la nation célèbre demain, nous rappelant que la souveraineté commence par la capacité à protéger son peuple chez lui. Ce 16 janvier marquera un quart de siècle depuis l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila dans son bureau du Palais de Marbre. Le président Félix Tshisekedi présidera les hommages officiels dans le cadre de la Semaine des Héros, un moment de recueillement national destiné à honorer celui qui a brisé les chaînes de la dictature mobutiste. Cependant, cette commémoration intervient dans un climat de pressions internationales intenses, où l'ombre du musée plane sur nos choix stratégiques. La figure de Kabila, partisan d'une souveraineté radicale et d'une autonomie financière sans concession, agit comme un miroir exigeant pour notre diplomatie actuelle. Alors que le pays navigue entre le processus de Doha, les médiations de Luanda et les injonctions de Washington, le contraste est saisissant. Laurent-Désiré Kabila avait fait de l'autosuffisance et du refus des diktats extérieurs le socle de sa légitimité. Aujourd'hui, notre nation semble chercher sa sécurité dans des capitales étrangères, multipliant les processus de paix qui peinent à se concrétiser sur le sol de l'Ituri ou du Nord Kivu. L'évaluation de son héritage révèle un paradoxe cruel. Comment l'homme qui a libéré le pays et prôné la prise en charge du peuple par lui-même a-t-il pu laisser derrière lui un État dont la fragilité persiste de manière si aiguë 25 ans plus tard? Si Kabila a restauré la dignité nationale, il n'a pas eu le temps ou n'a pas su bâtir les institutions capables de résister au vent contraire de la géopolitique régionale. Nous célébrons un libérateur, mais nous gérons un héritage de vulnérabilité où l'autorité de l'État s'arrête parfois là où commencent les intérêts des puissances voisines. 25 ans plus tard, son slogan « Ne jamais trahir le Congo » résonne non plus comme un souvenir, mais comme une exigence vitale face à l'agression de l'AFC M23. Cette fidélité au sol ne doit pas se limiter au discours. Elle doit se traduire par une défense intransigeante de notre intégrité territoriale. La mémoire de Kabila nous impose de questionner notre propre détermination. Sommes-nous encore capables de cette souveraineté qu'il appelait de ses vœux? Ou nous sommes-nous résignés à une diplomatie de la demande? La défense de notre patrie nous impose de retrouver cette flamme patriotique. Au moment où de nouvelles menaces diplomatiques surgissent de l'Occident, restreignant notre horizon. Le paysage diplomatique vient de subir un séisme majeur. L'administration Trump a annoncé la suspension des visas d'immigration pour 75 pays, dont la République démocratique du Congo,
dès le 21 janvier 2026. Sous le motif fallacieux de la charge publique, le département d'État restreint brutalement l'accès au territoire américain, affirmant vouloir protéger ses citoyens contre ceux qu'il qualifie de fardeaux économiques. En 2025, déjà 8000 visas d'étudiants ont été annulés. Ce durcissement fragilise nos cadres de demain, privant notre jeunesse d'accès à des formations de pointe. En quoi cela change-t-il notre avenir? Cela ralentit le transfert de compétences indispensables à notre essor technologique et renforce l'isolement de nos élites intellectuelles. Pendant que Washington se barricade, l'Afrique centrale s'active dans un ballet diplomatique intense. À Lomé, Faure Gnassingbé consulte Mahmoud Ali Youssouf pour coordonner les processus de paix. Tandis qu'à Luanda, João Lourenço dépêche Tété Antonio auprès de Félix Tshisekedi. Cette effervescence tente de masquer une réalité rugueuse. L'AFC M23 a saisi l'ONU ce jeudi pour placer Uvira sous responsabilité internationale. Une manœuvre de Corneille Nangaa visant à délégitimer la présence des FARDC. Cette offensive diplomatique rebelle questionne la crédibilité des médiations régionales, alors que le terrain continue de brûler. Sommes-nous en train de perdre la bataille du narratif international pendant que nos diplomates multiplient les sommets sans résultat palpable? Dans le secteur extractif, notre pays affiche une performance mondiale qui contraste avec nos difficultés internes. La mine de Kipushi, fleuron de la production de zinc, codétenue par Ivanhoe Mines et la Gécamine, entre officiellement dans le top 5 mondial. En 2025, la production a quadruplé pour atteindre plus de 200 000 tonnes de concentré. Ce succès industriel colossal démontre notre potentiel géologique immense. Toutefois, cette richesse se heurte frontalement à une infrastructure numérique défaillante. La panne du câble sous-marin Watts paralyse l'Internet national depuis mercredi, affectant l'économie et les communications. Malgré un partenariat de 150 millions de dollars avec United Investment LMT pour renforcer la connectivité, la RDC reste à la merci d'une rupture de fibre optique. Est-il acceptable qu'un géant minier mondial soit incapable de garantir un signal Internet stable à ses citoyens? Sur le front social, la dignité humaine est mise à rude épreuve par une absence totale de régulation sanitaire. À Chabunda, au Sud Kivu, 9 femmes ont perdu la vie en un mois suite à des interventions chirurgicales clandestines. L'ASBL, Bloc citoyen Amani, qualifie ce drame de tragédie silencieuse née de la pauvreté et de l'absence de contrôle des structures médicales informelles. Derrière ces décès, ce sont des familles brisées et une communauté plongée dans la peur. Quand l'État cessera-t-il de tolérer ces mouroirs qui s'improvisent cliniques? La santé de nos mères ne peut rester un luxe inaccessible dans nos zones enclavées. Parallèlement, la justice sociale vacille sous le poids de l'informel. Le Premier ministre réaffirme l'exigibilité du SMIC à 100 000 francs congolais, le présentant comme un acquis fondamental. Pourtant, sur le terrain, la jungle immobilière de Kinshasa impose ses propres lois, défiant les textes officiels. Certains bailleurs exigent désormais jusqu'à 9 mois de garantie locative, alors que la loi en prévoit 3. Cette pratique exclut les ménages modestes de tout espoir de logement décent, les forçant à l'endettement ou à la précarité. L'absence de sanctions réelles contre ces abus immobiliers transforme le droit au logement en un privilège réservé aux bourses les plus garnies. Quelle est la valeur d'une loi que personne ne respecte et que l'autorité n'applique pas? Le front de l'Est demeure une plaie béante exigeant une vigilance constante de la nation. Ce jeudi, les combats entre le M23 et les Wazalendo du CMC ont repris avec violence dans le territoire de Rutshuru, notamment autour de la cité de Mweso. Les rebelles sont entrés à Lemera, village hautement symbolique qui abrita autrefois les prémices de la révolution de 1996 et où le docteur Denis Mukwege a servi. Cette progression ennemie dans les moyens plateaux d'Uvira par un mouvement de débordement via Kaziba et Robanga jette une ombre sur la sécurité de toute la province du Sud Kivu, car elle ouvre potentiellement la voie vers les hauts plateaux. Cependant,
nos forces régulières marquent des points décisifs au prix de lourds sacrifices. Les FARDC annoncent avoir neutralisé 180 rebelles de l'AFC M23 lors d'attaques et de bombardements stratégiques à Katongo et Tuwetue, dans les secteurs d'Uvira et Fizi. Ce succès militaire a permis la récupération d'un arsenal significatif, incluant 2 lance-roquettes RPG-7, des mortiers de 82 et 120 mm, ainsi qu'une arme lourde de 12,7 mm. Si l'armée loyaliste appelle à la vigilance face aux infiltrations, ces victoires prouvent que nos soldats peuvent briser l'élan de l'agresseur quand les moyens sont au rendez-vous. Sur le plan des infrastructures de souveraineté, le contraste entre les provinces souligne les failles de gestion. À Mbandaka, le gouverneur Bobo Boloko a lancé l'installation d'un balisage nocturne souterrain de nouvelle génération pour plus d'$1 million, mettant fin à 9 ans de vol limité au seul jour. À l'opposé, le projet de l'aérogare de Boende accuse des retards inacceptables. Malgré le versement intégral des fonds à l'entreprise Hawa Limited, le délai de livraison de novembre 2023 n'a pas été respecté. L'autorité de l'État se joue précisément ici, dans sa capacité à punir les entreprises défaillantes qui prennent en otage le désenclavement de nos provinces. En résumé, cette édition nous montre une nation sous tension. Kinshasa submergée par les eaux et l'imprévision administrative. L'ombre tutélaire de Laurent-Désiré Kabila qui nous interroge sur notre dignité. Le verrou migratoire américain qui se referme sur notre jeunesse. Et le front d'Uvira qui oscille entre succès militaire réel et infiltration rebelle inquiétante. La résilience congolaise est immense, mais elle ne doit pas servir d'alibi à l'incompétence de ceux qui nous dirigent. Comme le dit une réflexion profonde inspirée de notre quotidien, l'eau qui inonde nos rues ne doit pas noyer notre détermination. Notre force réside dans notre capacité à rester debout, les pieds dans la boue, mais le regard tourné vers la vérité. Je vous invite à visionner nos dossiers détaillés dans l'émission Inside News Review sur YouTube, en particulier notre enquête intitulée Kinshasa, la République des démolitions. Ce dossier vous permettra de comprendre les mécanismes financiers derrière ces opérations urbaines. Que la bénédiction divine accompagne notre nation, qu'elle protège nos soldats au front et nos compatriotes sous les eaux. Que la vigilance citoyenne guide nos pas. Quant à moi, c'est ici que s'arrête ma semaine à vos côtés. Comme chaque vendredi, je laisse les clés de la rédaction à ma consoeur Ilunga, qui aura l'honneur de vous accompagner pour les éditions du week-end avec la même rigueur et la même passion. Prenez soin de vous, prenez soin de notre Congo. Je vous dis à très bientôt. Bonne continuation.